RRB, l'invité du matin. Bonjour Elisabeth Noir. Bonjour Lionel. Votre invitée ce matin, Sonia Backès, la présidente des Républicains calédoniens. Sonia Backès, bonjour. Bonjour. Nous vous recevons dans le cadre de la campagne référendaire comme les représentants des 4 autres partis ou groupements politiques habilités à participer à cette campagne. Hier soir, c'était votre meeting de fin de campagne à Rivière-Salée. Globalement, elle s'est passée comment cette campagne ? Quels en ont été les temps forts ? Qu'est-ce que vous en retenez ? Votre campagne ? Alors c'était une campagne d'idées. C'est vrai que c'est une campagne un peu différente de celle qu'on voit d'habitude, puisque on a défendu exclusivement un projet de société. D'habitude, il y a des hommes qui sont en face de ce projet. Là, on défend bien évidemment le non à l'indépendance, le maintien dans la France. On a été partout et c'est vrai que c'était très intéressant. Alors, en particulier dans les communes qui sont plutôt à majorité indépendantiste, à Ouvéa, à Thio, à Ouégoua, on a eu des discussions très intéressantes avec les Calédoniens qui se posaient des questions sur leur avenir en fonction de la réponse au référendum. Vous n'aimez pas qu'on vous reproche d'avoir fait campagne uniquement dans les quartiers sud, hein. Vous êtes allé partout. Alors, c'est pas que j'aime pas, c'est qu'on a finalement assez peu été dans les quartiers sud, puisqu'on sait bien qu'il y a une majorité pour le non déjà dans les quartiers sud, même si, bien évidemment, on va discuter avec les gens, mais on a été principalement dans les quartiers où il y avait des indécis ou des gens qui étaient susceptibles de voter oui. Et en ces gens-là, quelles sont les questions qu'ils vous ont posées ? Quelles sont leurs préoccupations à 10 jours maintenant du scrutin ? Les préoccupations principales étaient sur le quotidien, c'est-à-dire qu'est-ce qu'il en est des aides sociales, de l'aide médicale, des retraites, du fonctionnement des dispensaires, etc., si c'était l'indépendance. Et donc, on a répondu de manière factuelle de dire si la Nouvelle-Calédonie avait 150 milliards en moins dans ses caisses, eh bien, elle devrait les trouver quelque part. Et certes, aujourd'hui, elle finance l'aide médicale, elle finance les aides sociales, mais si elle devait trouver 150 milliards pour payer la défense ou l'enseignement, eh bien, elle devrait faire des coupes. Et les indépendantistes, malheureusement, dans cette campagne, ont été incapables de dire où ils coupaient. On leur a demandé à plusieurs reprises de construire le budget de l'an 1 de l'indépendance, ce qu'ils n'ont pas été capables de faire. Alors, c'est l'un de leurs reproches. Ils reprochent aux partisans du matin dans la France de dire que si Louis l'emportait, ce serait le chaos, ce serait le trou noir. Est-ce que c'est le message que vous avez transmis effectivement ? Non, mais c'est la réalité, c'est-à-dire que c'est la réalité quand on a 40% d'un budget qui serait plus là. Là, c'est uniquement les questions financières, mais ce serait déjà une catastrophe pour essayer de trouver des solutions. Mais il n'y a pas que ça. La France, c'est pas que 150 milliards. La France, c'est un certain nombre de valeurs et la protection d'un grand pays. On l'a vu sur les Blue Boats quand on a eu ce problème-là. Si la France n'avait pas été là, on aurait continué à se faire piller par les bateaux d'un certain nombre de pays asiatiques. On voit bien aussi le comportement de la Chine avec un certain nombre de nos voisins, où c'est une forme de colonisation extrêmement agressive, une colonisation économique, financière, extrêmement agressive. Aujourd'hui, c'est la France qui nous protège de tout ça. Donc ça, ce sont des faits. Et les indépendantistes nous accusent de plein de choses, mais encore une fois, on leur a posé une question à laquelle ils n'étaient pas capables de répondre. Quel est le budget de l'an 1 de l'indépendance ? Et il faut dire aux Calédoniens que, c'est clairement des coupes sombres en matière de minimum vieillesse, en matière de minimum retraite, en matière d'aide médicale. Ça, il faut dire les choses. Globalement, la campagne a été calme, feutrée, on a même dit atone, mais en tout cas de bonne tenue. Il y a eu très peu de débordements. Ça vous surprend ? Ça vous rassure ? C'est rassurant, je crois que ça montre la responsabilité quand même des différents responsables politiques. On a fait le choix, tous, de se battre pour des idées, nous bien évidemment de se battre pour le maintien dans la France, eux de se battre pour l'indépendance, et on n'a pas attaqué les hommes à titre nominatif, et je pense que ça a contribué à ce que cette campagne soit calme et que sur le terrain aussi on voit qu'il y a assez peu de dérapage et assez peu de montée en pression. Il faut espérer que ça dure jusqu'au 4 et au-delà, jusqu'après le référendum. Le message essentiel de cette campagne pour vous, c'était un non massif, et notamment pour éviter les 2e et 3e référendums ? Oui, c'est essentiel, c'est-à-dire qu'on voit bien que si le non l'emporte très largement le 4 novembre prochain, les indépendantistes seront plus ennuyés pour demander le 2e et le 3e référendum, puisqu'on sait très bien que le corps électoral est le même, que l'organisation sera la même, et que donc les indépendantistes, s'ils demandent un 2e référendum, vont avoir le même résultat, et un 3e référendum vont avoir le même résultat. Donc clairement, ce sera plus facile de se mettre autour de la table pour essayer de trouver une solution alternative, et c'est ce qu'on propose, s'il y a un résultat très large pour le non, et qui ne fait pas d'ambiguïté. Si
le résultat est beaucoup plus serré, les indépendantistes seront bien évidemment tentés de ne pas discuter tout de suite après le premier référendum, mais d'attendre le deuxième et le troisième pour essayer d'avoir un écart le plus faible possible. Pour l'instant, ils en font quand même une position de principe. Ils disent que de toute façon, si le non l'emporte, de toute façon, ils vont demander l'organisation de ces futurs référendums. Comment les convaincre? Quel est le message que vous pensez pouvoir passer pour éviter effectivement ces nouvelles consultations? Alors d'abord, c'est normal qu'ils disent ça aujourd'hui, puisqu'ils vont pas dire avant même d'avoir perdu si on perd, on abandonnera. Ça paraît un peu compliqué de partir au combat dans ces conditions-là. Donc c'est normal qu'ils disent ça. Je crois que pour pouvoir obtenir que ce deuxième et ce troisième référendum, qui sont dans l'intérêt de personne, je le répète, ni de la population calédonienne, ni même des responsables indépendantistes qui vont se retrouver avec dans l'accord de Nouméa. Ils sont envisagés dans l'accord de Nouméa. Mais ils n'ont aucun intérêt pour personne. Et donc l'idée, c'est d'essayer de proposer aux indépendantistes, même pour eux, une porte de sortie de cette nasse dans laquelle tout le monde s'est mis avec ce deuxième et ce troisième référendum. C'est quoi la porte de sortie? C'est de dire, vous êtes indépendantiste, vous resterez indépendantiste le lendemain, vous aurez la possibilité de reposer la question un jour si une majorité veut l'indépendance, mais on arrête de poser la question tous les 2 ans parce que ça n'a aucun sens. On aura les mêmes votants, les mêmes électeurs, la même organisation, donc le même résultat. Donc, garder cette volonté d'indépendance, personne ne veut leur enlever le fait d'être indépendantiste. Le lendemain, même s'il y a une victoire très large du non, les indépendantistes seront toujours indépendantistes. Ça, c'est une réalité. Mais par contre, arrêtons de déstabiliser la Nouvelle-Calédonie en permanence. On voit bien l'énergie que prend l'organisation d'un référendum, le temps que ça prend aux responsables politiques, et pendant ce temps-là, ils ne s'occupent pas du quotidien des Calédoniens, y compris les responsables indépendantistes. Alors c'est dans ce contexte que hier soir, lors de ce meeting de clôture, vous avez également présenté votre projet institutionnel, votre projet de société. Et là, vous proposez un système que vous aviez déjà eu l'occasion d'évoquer pour pérenniser ce droit à l'autodétermination. C'est comme ça qu'on peut dire les choses? Oui, l'idée, c'est de dire, au lieu d'avoir un référendum tous les 2 ans, on remplace ça par un système où ce ne sont plus les élus qui sont les déclencheurs d'un nouveau référendum, mais les électeurs. Et donc, le système qu'on propose, c'est qu'il n'y ait un nouveau référendum que si 50% d'un corps électoral allait signer une demande pour faire un nouveau référendum. Ça veut dire que, concrètement, on pourrait ne plus avoir de référendum du tout si jamais une majorité veut l'indépendance, ou en avoir un dans 20 ans, dans 30 ans, dans 50 ans, si une majorité voulait l'indépendance. En avoir un qui donnerait forcément un oui à l'indépendance, parce que si 50% des électeurs le demandent, c'est que déjà ils ont choisi l'indépendance. On peut demander un référendum sans vouloir l'indépendance. Il peut y avoir des électeurs qui demandent un référendum sans forcément vouloir l'indépendance. Vous avez déjà présenté votre projet institutionnel hier soir. Est-ce que c'est pas un peu mettre la charrue avant les bœufs? Est-ce que vous brûlez pas rapidement l'étape du référendum? Non, au contraire, on a beaucoup fait campagne pendant cette longue campagne référendaire pour expliquer les conséquences du oui. Je vous l'ai dit, les conséquences financières, les conséquences en termes de protection. Et donc, on a fait surtout campagne contre l'indépendance. On a voulu faire campagne pour quelque chose, pour un projet, pour le maintien dans la France, et pour dire aux Calédoniens qu'est-ce qu'il y a le lendemain du non. Ils vont aller voter non. On sait très bien que, on imagine que l'électorat va voter majoritairement pour le non. On veut leur dire ce qui va se passer le lendemain, et on veut dire qu'il y a un projet institutionnel et qu'aujourd'hui, il y a plein de choses qui ne fonctionnent pas bien en Nouvelle-Calédonie, et que donc ces choses-là, on pourra les faire évoluer s'il y a un non massif le 4 novembre prochain. Ce projet, ce sera de toute façon une solution négociée. C'est pas un projet que vous voulez imposer à qui que ce soit, et c'est pas un projet qui sera imposé par une majorité même. Non, ce qu'on a souhaité, c'est mettre notre projet sur la table, parce que ce dont on se rend compte, c'est que souvent les indépendantistes demandent, exigent, ils ont exigé la clé de répartition, ils ont exigé un certain nombre de choses, et nous, les loyalistes, souvent on subit. On dit, puisqu'ils demandent 100, on va donner 50, et puis finalement on se retrouve un peu dans une espèce de marche forcée à subir les revendications des indépendantistes. On a voulu, nous, poser notre projet, dire la clé de répartition, ça peut pas durer comme ça, on est en train d'appauvrir les populations du Sud, on doit réouvrir le corps électoral, on peut pas avoir un corps électoral où on a 41 600 personnes qui sont exclues, on doit avoir un système où la France continue de nous protéger sur les compétences régaliennes, sur les compétences de contrôle, mais une fois qu'on a posé tout ça, on a la nécessité de faire évoluer notre modèle de société. On a un système éducatif qui fonctionne pas bien. On a un système économique où on a fait des copier-coller de la métropole qui fonctionne pas. Le RUAM est à bout de souffle. Le système de protection sociale ne fonctionne plus. Et je crois qu'on a intérêt à aller prendre exemple sur des pays de la zone, par exemple, pour voir ce qu'ils font de mieux et faire notre propre modèle calédonien. Mais de toute façon, ce projet doit passer par une négociation avec les indépendantistes, donc forcément des concessions également. Bien sûr, c'est-à-dire que l'idée, c'est bien que ce projet soit une contribution aux discussions qui
qui vont avoir lieu après le référendum et sans doute après les provinciales. Un mot d'actualité, on a appris ce matin la venue du Premier ministre Édouard Philippe dès le 5 novembre en Nouvelle-Calédonie. Plutôt une bonne nouvelle. À quoi ça peut servir ? Oui, j'ai été informée hier après-midi effectivement de son arrivée. Je pense que c'est une bonne chose d'avoir le Premier ministre en Nouvelle-Calédonie le lendemain du référendum. Si ça peut contribuer à apaiser les choses et à faire que on puisse gérer ce résultat au mieux, je pense que c'est très positif. Sonia Backes, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci.